覚えているか？あの日。 15 octobre 2024 et nous voilà enfin arrivés dans la capitale du Népal, Katmandou. Et en plus d'être la capitale, c'est également le cœur économique du pays. Il faut savoir que la plupart des services financiers et des commerces du Népal se trouvent quasiment tous dans cette ville-là. Et comme la plupart des capitales asiatiques, on se retrouve directement dans un environnement qui est très pesant, avec du monde partout et un constant bruit. Malgré ça, c'est quand même une ville qui est très belle et qui comporte 2-3 lieux culturels super intéressants et super jolis à voir, dont le Durbar Square. Le Durbar Square, c'est l'ancienne place du Palais Royal et c'est un complexe historique et architectural qui est situé au plein cœur de la vieille ville. Et nous, ce qu'on a vraiment aimé, c'est le Swayambhu. Le Swayambhu, c'est l'un des stupas bouddhistes les plus sacrés du Népal, et on dit qu'il a évolué spontanément ici lorsque la vallée a été créée à partir d'un lac primordial il y a plus de 2000 ans. Ce stupa est le plus ancien de son genre au Népal et il abrite de nombreux sanctuaires et monastères. Il est super sacré et super vénéré par la plupart des Népalais. Et après cette visite culturelle, on a profité pour flâner un petit peu dans la vieille ville. Cette vieille ville est super sympa et on a très rapidement rencontré l'hospitalité népalaise. On se baladait dans la rue qu'on a rencontré un monsieur népalais qui parlait quelques briefs de français. Et à force de parler avec lui, il nous a invités dans sa boutique de bijoux, histoire de prendre un thé masala. Donc le thé masala, c'est le thé local népalais. Et donc on a profité pour parler de la vie de ce monsieur avec lui. Il nous a expliqué tous les voyages qu'il a pu faire dans différents pays dont la France, pourquoi il est revenu au Népal et aussi sa vie qui était remplie de vices comme beaucoup de Népalais. Et finalement on est parti faire quelques courses pour avoir des vêtements pour le trek. Gros dodo et demain s'est réveillé très tôt pour partir avec un bus pour Bessisar, l'ouest du Népal. Voici un petit aperçu de l'auberge de jeunesse dans laquelle nous allons passer la nuit. Annoncé 6 heures de trajet, on pense arriver sur les coups de midi 13h serein et de pouvoir se reposer. Mais bon, on comprendra assez vite qu'en roulant à 20-30 km/h, ça va être très compliqué d'arriver à l'heure. En effet, au Népal, les axes routiers sont pas du tout développés, mais ils se débrouillent toujours. Alors il faut imaginer qu'entre Katmandou et Bessisar, ce ne sont que des chemins montagneux, rocailleux et surtout sinueux, avec des nids de poules énormes et surtout très peu d'endroits goudronnés. De nombreux accidents arrivent régulièrement ici au Népal, et dès que ça arrive, c'est quasiment mortel à coup sûr. Dans notre cas, on n'a pas vu d'accident heureusement, mais il y a le pneu d'un bus qui a explosé juste devant nous et c'était vraiment impressionnant. Bon, on apprendra plus tard de ne jamais se fier aux estimations de temps données par les Népalais, parce qu'elles correspondent jamais et il faut tout revoir largement à la hausse. À ne surtout pas confondre avec le Laos, qui est également un pays d'Asie du Sud-Est. Bref, pendant ce voyage de 100 km qui aura duré pas loin de 10 heures, on aura eu l'occasion de voir tout type de paysages différents. Comme vous avez pu le voir, les premiers kilomètres en périphérie de Katmandou représentent l'extrême pauvreté du Népal et on peut y voir des scènes qui sont pas forcément drôles à voir. Par contre, quand on commence à se déplacer vraiment à l'ouest du pays, on a des très beaux paysages de verdure, de rizières et de la réelle campagne. Et on a même l'occasion de traverser différents villages assez aisés qui vivent principalement de l'agriculture et comme vous pouvez le voir qui ont réussi à faire fortune ou du moins à bien se débrouiller pour avoir des belles maisons et des beaux habitants. Du moins après un trajet qui aurait été très mouvementé durant toute la journée, on arrive enfin à Bessisar. Bessisar, c'est le point de départ pour différents itinéraires de trekking, notamment ceux vers la vallée de Marsiangdi et les villages environnants. C'est ici qu'on va passer la nuit et le petit déjeuner avant de partir demain matin pour la première journée du Tour des Annapurna. Il est important de noter que certains randonneurs choisissent de commencer leur trek plus loin que Bessisar en utilisant des moyens de transport locaux pour atteindre des points tels que Darapani ou Chamé, économisant ainsi quelques jours de marche sur le circuit des Annapurna. Mais nous, avec Arnaud, on a voulu commencer le trek depuis la base et monter progressivement. Et c'est donc à partir de 760 mètres d'altitude qu'on va commencer notre trek et croyez-moi, il n'y avait pas grand monde au début. Après un réveil matinal et un délicieux petit déjeuner confectionné par notre hôte, on est tout de suite parti jusqu'à Kudi. Kudi, c'est le premier village que traverse cette randonnée et surtout c'est l'endroit dans lequel on peut faire notre permis de trekking. En effet, au Népal, il est indispensable d'en avoir un. Alors on avait fait une photo d'identité la veille, on a pu se pointer à l'agence ACAP, Annapurna Conservation Area Permit, pour obtenir ce joli papier qui nous autorise à marcher dans cet espace. En effet, ce système a été mis en place pour financer la région et aussi permettre un équilibre sain entre tourisme et respect des populations locales. En tout cas, permis en poche, sac sur le dos et des rêves plein la tête, on s'est mis en marche sous un soleil frappant dès le matin. Les premiers paysages sont très verts, il y a beaucoup de végétation, des jolies cascades et une rivière qu'on va longer pendant tous les premiers kilomètres, c'est le Marsiangdi.
Niché au cœur de l'Himalaya, le Marsiangdi prend sa source dans les glaciers du massif des Annapurna à plus de 4000 mètres d'altitude. Descendant en cascade à travers des gorges vertigineuses et des vallées sculptées par le temps, il façonne le paysage et guide les randonneurs du Tour des Annapurna. Mais au-delà de sa beauté sauvage, cette rivière est aussi sacrée pour les habitants, parce qu'elle est considérée comme étant une force divine, purifiant l'âme et reliant les hommes aux dieux dans une nature aussi majestueuse que spirituelle. Ce que je trouve fascinant dans ce pays, c'est que toutes les belles choses de la nature, elles ont une signification spirituelle et elles sont vénérées. Et ça rend les choses tellement belles, mais ça permet aussi de mieux comprendre pourquoi les Népalais sont aussi connectés avec leur environnement. Et en tout cas, après avoir longtemps longé cette rivière, on arrive enfin dans un décor verdoyant, rempli de rizières en terrasse. Il faut savoir qu'il y a autant de rizières en terrasse ici, parce que c'est une région qui est très montagneuse et c'est super compliqué de faire pousser du riz. Alors ces terrasses, elles permettent justement d'utiliser efficacement la pente, tout en retenant l'eau au maximum qui s'écoule. Parce que le riz, c'est une plante qui nécessite énormément d'eau pour pouvoir pousser, et ces terrasses, elles vont former des bassins d'eau qui empêchent l'eau de s'écouler directement vers le bas. Les rizières en terrasse, ça témoigne de l'ingéniosité humaine dans l'adaptation aux défis environnementaux. Et en plus du côté agriculture, c'est également devenu une tradition durable dans ces pays asiatiques et c'est souvent cultivé en communauté. La plupart du temps, en fait, les familles vont travailler dedans, ce qui va permettre de faire beaucoup de riz et aussi de rendre les paysages si esthétiques et si spécifiques à l'Asie. Dans les régions montagneuses, une seule récolte annuelle est fréquente en raison des limitations climatiques et surtout à cause de l'altitude. Et bon, après 3h30 de marche, 10 km parcourus et surtout une mise en jambe corsée, on arrive au cœur de nombreuses rizières et surtout d'un petit village surplombant toutes ces cultures et on décide alors de s'y arrêter pour le repas du midi. C'est le petit village de Baundada. On va réussir à trouver une petite auberge locale et on va passer quasiment tout le repas à parler avec Lily. Lily, c'est le frère du gérant de l'auberge. Il a passé tout son repas à nous raconter sa vie népalaise, sa vie à lui et aussi du long chemin qui nous attend encore. La plupart des familles ici, elles passent leur journée à leur maison à s'occuper des différentes tâches du quotidien comme l'agriculture avec les rizières ou des animaux également. Lily, lui, travaillait dans l'import-export et il s'occupait de ramener des produits de Chine pour les revendre ici au Népal. Et entre deux missions, généralement, il rentrait retrouver sa famille ici dans les montagnes et se reposer un petit peu. Alors concernant la bouffe, sur le plus important, il faut savoir qu'un repas ici en montagne coûte environ 200 à 300 roupies. C'est environ l'équivalent de 2 euros. Et on y retrouve principalement des plats à base de riz, de nouilles ou aussi des soupes. Bon, après cette bonne pause de midi et cet aparté explicatif sur toutes les rizières, on a repris la marche pour l'après-midi. Ma deuxième partie de journée, ça a été légèrement moins drôle, parce qu'après 30 minutes du repas, on s'est tapé une grosse averse, on a marché dans la jungle gadouilleuse, on était complètement trempés. 17h30, nous voilà enfin arrivés à Jagat, c'est un petit village qui est au cœur de la vallée, et on est à 1400 mètres d'altitude. Après 6 heures de marche, 24 km d'écoulés et 700 mètres de D+, grimpés, c'est le résultat de cette belle journée. Jagat, il faut savoir que ça signifie lieu de péage en sanskrit. C'était historiquement un point de collecte pour les taxes et pour tous les marchands qui traversaient la région. Après une première journée déjà magnifique, c'est congelé et fatigué que l'on part prendre le thé avec l'un des Népalais qui tient l'auberge, qui nous raconte pareil toute la diversité des touristes qui voient passer ici et surtout que les Français sont parmi ses nationalités préférées. Bon, voici un peu la gueule de l'auberge dans laquelle on était, là c'était dehors la petite terrasse, et je commençais déjà à travailler les rushs. Bon, il faut savoir que les premiers jours, j'avais ma caméra et je commençais seulement à filmer, donc vous allez voir que les premiers plans sont pas foufou, et plus on va avancer dans le vlog, plus on aura des belles vidéos et des beaux plans. Donc soyez patients. On a beau ne pas être très haut en altitude, en montagne les nuits sont très fraîches et humides, et surtout rien n'est chauffé à part la salle à manger, alors il faut vraiment bien se couvrir. En tout cas, bien accueilli chaleureusement, c'est le sourire aux lèvres et le ventre bien rempli que l'on part se coucher pour rêver 6h30 sous les conseils de notre hôte.